Je reprends le partage. Pourquoi il ne veut pas me... Je cherche à reprendre la main. Ah, d'accord. Bon, alors écoute. Eh bien, vas-y. Alors, attends, alors est-ce que l'écran est bien partagé? C'est là. Okay. C'est bon. Ah. C'est bon, donc tu y vas. Là. Ouais, alors attends, ok. Ça marche, ok. Bon, est-ce que vous m'entendez bien? Bon, voilà, on est entre nous. Voilà le texte que je vais enlever peut-être. Le texte que je vais présenter aujourd'hui est en quelque sorte expérimental, puisque j'ai légèrement dévié dévié de mon champ de recherche habituel, pas tant dévié en termes de thématique, puisque l'année dernière, je vous parlais de communisme, mais plus dévié en termes léger. J'ai fait un léger pas de côté en termes d'abstraction, puisque là, je ne vais pas beaucoup vous parler de théorie. Ça va être quelque chose d'un peu plus historique. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Non seulement parce que ça m'intéresse, mais aussi parce que le texte que je vous présente ici fait partie d'un projet, d'un ouvrage collectif à paraître chez Routledge en la fin de l'année prochaine, en principe. Donc voilà, je profite de l'occasion pour en parler un petit peu ici. Les révolutions russes, et non pas là, puisqu'il y en a eu deux. En 1917, l'irruption du communisme comme projet universel, voilà, c'est l'idée que ce moment-là de l'histoire a un petit peu bouleversé l'état des choses, et c'est ces éléments dont je vais vous parler. Alors, j'étais frappé en rentrant ici, parce que je voyais l'affiche d'une conférence sur un nouvel âge des extrêmes, et c'est tombé par hasard, puisque je commence ma présentation sur Hobsbawm dans l'âge des extrêmes, qui écrit que le court XXe siècle a commencé avec la Révolution russe et s'est achevé en 1991 avec la chute de l'URSS. C'est un petit peu ces deux moments-là que je vais non pas vous raconter parce que vous les connaissez, mais dont je vais essayer de donner quelques clés de lecture. Et la première que j'ai ici, c'est que c'est une des rares révolutions qui a été réussie dans l'histoire, qui est arrivée, en tout cas pendant un moment, a posé très clairement la possibilité d'une alternative au capitalisme, la possibilité d'une révolution socialiste mondiale, puisque c'est en tout cas un des objectifs dans laquelle elle s'inscrivait. Donc, ce que je vais faire ici, c'est de discuter ces deux révolutions, mais surtout, ou plutôt en complément de ça, de faire vivre l'idée de communisme et de révolution, de communisme non pas comme un exercice totalitaire, et de révolution au sens où elle n'est pas appropriée par une minorité. Et donc, voilà, je crois aussi que les attentats du 11 septembre, ça a un petit peu remis en cause l'idée que l'histoire s'arrêtait avec la fin de l'URSS, et ça, je réponds bien évidemment. Je dis ça pour répondre bien évidemment à Fukuyama, pour qui il n'existe pas d'alternative au capitalisme et que l'histoire s'arrête en 1991, puisque la fin de l'histoire, c'est le capitalisme, et le dernier homme, en référence à Nietzsche, c'est l'homme tel qu'il existe en fin de XXe siècle, et donc l'homme individu rationnel et maximisateur, pour le dire schématiquement. Et donc, ce que je dis ici, c'est qu'en termes de rapports sociaux, de forte hausse des inégalités, de rapports sociaux de plus en plus tendus, à la fois nationaux et internationaux, le monde de 2021 ressemble pas mal au monde juste avant 1917. Et je m'appuie bien évidemment sur Marx, pour qui la révolution russe pourrait très bien être le point de départ d'une révolution communiste. Il l'a dit en 1882 dans une préface du manifeste communiste, et il a été convaincu de ça par une jeune militante communiste, plutôt membre de Dimitrieva, dont le nom m'échappe, qui était membre de l'Internationale communiste et qui a été envoyée par Marx à Paris pour participer à la Commune, et qui a convaincu Marx que la Russie pouvait être l'endroit où la révolution pourrait partir. Donc, il s'agit de réfuter l'idée que les forces politiques n'étaient pas suffisamment développées en Russie, donc la révolution ne pouvait pas avoir lieu. Non, la pensée de Marx est beaucoup plus complexe et dialectique que ça. Et donc,
Pour ça, et précisément, pour entrer un petit peu plus dans le détail, la Russie, c'était un impérialisme, mais c'était l'impérialisme le plus faible, ou un des plus faibles, et certainement le plus faible parmi les impérialismes. L'industrie, le capitalisme étaient encore relativement peu développés, les capitaux étrangers étaient extrêmement importants, le problème de la terre n'était pas réglé, et puis évidemment, les questions démocratiques étaient très anciennement réglées. En plus, euh, la Russie était relativement faible géopolitiquement, en plus dans cette période de guerre où elle était largement défaite. Donc voilà, alors je vous ai mis l'image de la famille du tsar, qui n'était peut-être certainement pas le tsar le plus sanguinaire qui connaît la Russie, mais néanmoins, ils ont accumulé tout un ensemble de poids. Et donc, j'essaie de parler ici comment la classe ouvrière et la classe paysanne, et surtout la paysannerie russe, s'est organisée, et le rôle extrêmement important joué par le parti bolchevique. Et ce rôle est né de la bataille au sein du RSSLP, le parti social-démocrate, parti ouvrier social-démocrate de Russie, qui dès 1903 avait rompu c'était scindé avec le parti menchevique sur est-ce qu'on fait des alliances avec la bourgeoisie ou non. Les bolcheviks disaient que non. Et voilà, tout ça, c'était dans le contexte de la Première Guerre mondiale. Et l'idée était, après les conférences de Zimmerwald et de Tientag, de 1915-2016, en tout cas une partie de ces conférences, à savoir l'aile gauche, euh, militait non pas pour la paix, mais pour mettre fin à la guerre, c'est-à-dire pour régler la paix, il faut préparer la révolution socialiste. Voilà. Donc voilà pour le contexte général. Hein. L'image que vous avez là, c'est une conférence de Zimmerwald, où quand on serait, je vais peut-être d'autres images où on constatera que c'est essentiellement masculin et très peu de femmes. Mais il n'en reste pas moins que la révolution russe a un certain nombre de revendications comme ça. Donc voilà ce dont je vais vous parler ici. Et je compte sur toi, Dominique, pour me limiter si je suis un petit peu trop long. C'est dans un premier temps de voir quels sont les moments clés de la Révolution, comment c'est arrivé, comment tâcher de faire ça en quelques minutes. Donc, vous m'excuserez pour les raccourcis et quels ont été les premiers aboutissements. Et puis, dans un deuxième temps, en faisant un saut dans l'histoire, donc de passer de 1917 à 1991, de voir comment cette dislocation-là peut avoir un impact, quel impact elle peut avoir sur les luttes contre le capitalisme aujourd'hui au XXIe siècle. Donc voilà, c'est quelques réflexions que j'ai envie de partager avec vous. Donc, les révolutions russes, hein, donc je vais vous parler des choses que vous savez aussi, mais on n'en parle pas tant que ça. La référence, quand on parle de révolution, à gauche, la référence est plus la Révolution française que la Révolution russe, pour des raisons qui peuvent se comprendre, mais voilà, c'est dire deux mots sur l'enseignement du tsarisme, puis sur la manière dont est instauré un double pouvoir, puis quel a été le développement entre février et octobre, et puis j'en dirais quelques mots sur les mesures, sur les premières mesures qui ont été prises. Et donc, c'était dans le cadre de l'anniversaire de la Révolution de 1905 qu'ont eu lieu des manifestations importantes le 9 janvier 2017. Et donc, c'était les premiers éléments, les les préambules. C'était à ce moment-là aussi que l'affaire Raspoutine, qui a fait une tentative de coup d'État soutenue par une partie de la bourgeoisie et y compris de l'aristocratie. C'était l'entreprise d'armement Poutilov qui fait un lockout et donc qui met les ouvriers dehors sans les payer, sans leur demander leur avis. Et puis, la révolution de février, elle est partie le 8 mars, alors selon le calendrier julien ou géorgien, on a fait le 8 mars ou le 23 février. 2 jours après a lieu une grève générale à Petrograd le 25 février avec une fraternisation de l'armée. Et je résume très rapidement, et Nicolas II abdique. Et donc, c'est par la fraternisation des mouvements ouvriers et des mouvements paysans, avec le soutien des soldats, contrairement à 1905, que la révolution de février a pu vaincre. Parce que même s'il a joué un rôle central dans
dans le mouvement, le RSDLP, c'est-à-dire le Parti social-démocrate de Russie, est minoritaire dans les masses. Et donc, on est face à un paradoxe, c'est que d'un côté, on a un gouvernement provisoire qui est dirigé par la bourgeoisie russe, Kerensky, Kornilov, et d'un autre côté, on a des soviets ouvriers et paysans. Et donc, il y a ce paradoxe-là. Il y a ce paradoxe-là qui va être réglé par la Révolution d'octobre. Et Lénine a joué un rôle, il était en exil à ce moment-là. Lénine, comme vous savez, a joué un rôle majeur là-dedans, en se prononçant à la fois pour l'armement du peuple et contre le soutien au gouvernement provisoire. Et donc, voilà, c'est tout le pouvoir aux soviets. Et c'est donc dans toute cette longue période très intense entre février et novembre 1917, et non pas 2017, excusez-moi pour la coquille qui apparaît là, c'est peut-être un acte manqué. Mais voilà, il y a des développements démocratiques, des discussions extrêmement intenses, jusqu'au 31 août, où le soviet de Pétrograd vote une révolution pour tout le pouvoir soviet. C'est ce qui est écrit en russe sur le drapeau. Non pas que je connaisse le russe, mais je me suis renseigné. Effectivement, c'est ça que ça veut dire. Et donc, la coalition qui est au pouvoir entre les partis, entre la classe ouvrière et la bourgeoisie est condamnée. Trotsky, accessoirement, est élu président du Soviet. Donc, c'est aussi à ce moment-là que les petits paysans sont engagés dans une lutte contre les grands propriétaires, et donc ils parviennent, grâce à cette lutte, à obtenir, avec l'alliance de la classe ouvrière, avec le soutien du parti bolchevique, ils parviennent à obtenir un partage des terres. Et c'est en octobre, le 10 octobre, que Lénine fait adopter par le comité central une motion en faveur de l'insurrection qui, accessoirement, est rejeté par Kamenev et Zinoviev, qui dans les quelques années qui suivront, choisiront le camp de Staline. Et donc, dans la nuit du 24 au 25 octobre, dans la nuit du 24 au 25 octobre, a lieu une insurrection avec une alliance entre le comité militaire révolutionnaire et des gardes rouges, avec donc des positions stratégiques qui sont occupées par plusieurs milliers d'ouvriers et de soldats. Et donc la symbolique, peut-être l'image la plus symbolique et qui fait polémique parmi les historiens, c'est le fameux tir d'avertissement du croiseur Aurore, ce qu'on voit dans le film Eisenstein, sur le palais d'hiver. Il faut le polémique parmi les historiens, parce qu'il y a certains historiens disent que c'est une histoire, que ce n'est pas vrai, et que ça aurait été monté en épingle pour justement glorifier la révolution, et d'autres disent que ça a effectivement eu lieu. Donc voilà, des ministres sont arrêtés, Kerensky s'évade, et la victoire de la révolution est acquise au bout de 6 jours. Évidemment, je résume. Et donc, le deuxième congrès des soviets a lieu à Pétrograd, qui est devenu Leningrad après la mort de Lénine, puis qui aujourd'hui s'appelle Saint-Pétersbourg. Le soir du 25 a lieu le deuxième congrès des soviets, et c'est notable, qui est très largement composé de paysans, d'ouvriers, de soldats, et beaucoup moins d'intellectuels et d'officiers. Donc, c'est 680 délégués, dont la majorité sont des bolcheviks. Alors, pour la petite histoire, lorsque les mencheviks et les socialistes révolutionnaires, l'aile droite des socialistes révolutionnaires, apprennent que le palais d'hiver a été pris, ils quittent le Congrès. Voilà. Bon. Et c'est à ce moment-là que des premiers décrets sont pris sur la réforme agraire, pour la paix, sur l'autodétermination des diverses populations, pour former un gouvernement ouvrier. Comment composer le gouvernement, comment composer le comité exécutif révolutionnaire, ça sera le parti bolchevique et le parti socialiste révolutionnaire. Et puis, des mesures concrètes aussi qui sont prises sur le droit des femmes. Alors, oui, avec le paradoxe que j'ai signalé tout à l'heure, le paradoxe qui est que les femmes sont très, très, très peu représentées dans les instances dirigeantes, mais il n'en reste pas moins que les femmes obtiennent le droit de vote, le droit à l'instruction, le droit au moins formel à l'égalité des salaires, le droit à l'avortement, le droit au mariage civil, au divorce, à l'allocation
maternité. Des mesures sont prises sur l'instruction avec le doublement du nombre d'écoles primaires, la multiplication massive du budget de l'éducation, et puis des mesures sont prises sur l'art et sur la culture avec la multiplication de publications de textes, de grands textes russes comme Tourgueniev, comme Pouchkine, mais aussi de textes d'auteurs français comme Zola et quelques autres, Balzac et Flaubert ont dû être également publiés, et puis beaucoup de musées. Voilà. Et donc, ça, c'était le premier moment de la présentation que je fais ici, dans laquelle voilà, je mets l'accent sur le fait que, voilà, évidemment, j'en ai retiré les éléments qui me paraissent les plus importants, à la fois en termes de déroulement démocratique et sans idéaliser, bien évidemment, parce que tout un ensemble de contradictions sur lesquelles je n'ai pas mis l'accent mériterait de développer. Et puis sur les premiers aboutissements. Et puis pour voir, et donc l'histoire que je ne vais pas faire, c'est l'histoire entre 1917 et 1980, donc la manière par laquelle cette révolution qui était populaire s'est transformée, a été appropriée par une minorité bureaucratique pour aboutir à son renversement en 1991 avec la dislocation de l'URSS. Et donc, je vais passer directement je dirais quelques mots sur le processus de dislocation. J'ai directement passé à la disparition de l'Union soviétique et aux conséquences qu'elle a aujourd'hui sur la conscience de masse et sur les luttes qui peuvent être luttées. Donc, voilà, je vais dire deux mots sur la manière dont la dislocation est extrêmement complexe et qu'elle s'est accompagnée d'importants mouvements en Europe de l'Est. Elle aurait pu très bien se passer différemment de la manière dont elle s'est passée. Et puis, je vais dire, pour terminer, quelles ont été les implications à la fois sur les travailleurs, sur la subjectivité, sur la subjectivité des masses, telle qu'elle se présente aussi dans les partis qui prétendent défendre les objectifs dans lesquels s'est inscrite la révolution bolchevique. Alors, je vais arrêter une seconde pour faire l'opération. Là. Excusez-nous, un problème de savoir-faire. Je vais peut-être partager l'écran et passer sur... Est-ce qu'il n'est pas dans une autre? Est-ce qu'il a utilisé un dernier? Attends, s'il y a de l'autre. Voilà. Donc, je reprends. Et tu relances l'enregistrement. Bon, là, oui, mais pour lui c'est bon. Okay. C'est pour toi. Ouais. Ah, ouais. Bon, tu peux continuer. Ouais. J'avais un peu l'écran qui était là. Ouais. Donc, ouais, ça va. Il se trouve que cette pause se trouve en plein milieu de cette présentation. Donc, voilà, dans un premier temps, voilà, on a tout un certain nombre de mouvements complexes et contradictoires. On voit sur ce schéma caricatural une image de Gorbatchev, qui alors était le secrétaire le dirigeant de l'Union soviétique qui était le dernier dirigeant de l'Union soviétique, où on voit il est pris entre d'un côté le marteau et la faucille et de l'autre côté
un des principaux symboles du capitalisme. Et donc, voilà, c'était une pression à la restauration. Il existait une pression à la restauration du capitalisme à travers la perestroïka et la glasnost, donc du côté des bureaucraties, mais également du côté des pays occidentaux, puisque dans l'Union soviétique, et du moins les satellites qui tournaient autour de l'URSS, étaient relativement isolés euh, dans la géopolitique, dans l'économie mondiale, et puis la course aux armements a pesé très très lourd sur l'Union soviétique. Et puis il y avait également des mouvements en Europe de l'Est où, où il existait peut-être, alors il existait en tout cas des perspectives, peut-être pas massives, mais néanmoins il existait des perspectives pour plus de démocratie, des perspectives de révolution politique. Révolution politique, ce que j'entends, c'est révolution politique, à savoir renverser la bureaucratie afin que l'État soit remis au service, au service de, en tout cas, reprenne son objectif initial, qui est d'être un gouvernement ouvrier. Et puis, donc, on a ça d'un côté, puis de l'autre côté, on a les classes capitalistes. Donc, il y a des revendications de liberté démocratique. Et puis, il a longtemps pesé sur l'Union soviétique le fait d'avoir été assimilé, d'avoir été associé au marxisme et à la Révolution d'octobre, si bien d'une certaine manière, la Révolution d'octobre a été dépossédée par la bureaucratie. Et c'est ce contexte-là dans lequel il y a des mouvements importants qui ont eu lieu dès le début des années 80. Il y avait une grève générale en Pologne, Solidarność. Donc voilà, c'est une grève qui est restée contrôlée par l'hierarchie catholique et la Pologne va finalement devenir une économie de marché au début de 1990. Évidemment, le moment le plus symbolique de ces mouvements-là, c'est celui que vous voyez en image ici, la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989, qui a conduit à la réunification de l'Allemagne, mais au profit de la RFA capitaliste plus que la RDA, puis aussi en Tchécoslovaquie, avec la répression d'une manifestation quelques jours après la chute du mur de Berlin, et donc la démission du gouvernement, sous pression populaire, la prise de pouvoir par Dubček et Václav Havel. En Hongrie, c'est le parti au pouvoir, le Parti social-démocrate de Hongrie, qui organise la transition, et après les élections de 1990, est battu par son opposition, le Forum démocratique hongrois. C'est en Bulgarie des crises politiques, des manifestations massives qui conduisent à une transition avec des élections en 1992 et le parti, ce qui donne une coalition entre le parti qui était alors au pouvoir et le parti de l'opposition, le Parti socialiste bulgare. Et puis, c'est en 1991 la dislocation de l'URSS en communauté des États indépendants. Donc, certains obtiennent leurs indépendances, d'autres obtiennent un peu plus de souveraineté. Ouais, vous voyez une dizaine de pays qui aujourd'hui sont tous indépendants. Donc, voilà. Alors, l'impact de ces mouvements-là sur l'impact à la fois objectif, c'est la restauration du capitalisme en Union soviétique et dans les, et dans les pays qui étaient satellites. Hein. Donc, c'est un nouveau recul pour les travailleurs, donc recul au sens où les travailleurs qui se sont battus pour obtenir des droits démocratiques en Allemagne de l'Est en 1953, en Hongrie en 1956, en Tchécoslovaquie en 1968, et d'une manière extrêmement différente en Afghanistan, puis là c'est l'URSS qui a envahi l'Afghanistan en 1979, ont été réprimés. Et la restauration du capitalisme est de nouveau une autre forme de recul. L'exemple qui m'a paru emblématique pour illustrer cette chose-là, c'est la courbe que vous voyez là. La courbe que vous voyez là, c'est la part des 1% les plus riches en Russie dans la richesse totale. Donc, vous voyez qu'en 1905, les 1% les plus riches détiennent 18% de la richesse. Entre 1920, 25 et 1990, c'est-à-dire grosso modo entre peu de temps après la prise de pouvoir par les bolcheviks et la fin de l'URSS, la richesse des 1% les plus riches oscille entre 4 et 6%. Et puis, dès le début des années 90, une très, très forte augmentation de la part des plus riches. Et en 2005, en 2006, on est à 27%. Donc, on a cette très, très fort enrichissement des plus riches qui passe avec une désorientation politique. Voilà,
défend Marx, mais en même temps, Marx est associé à cette période historique qui a terminé, mais en même temps, qui était pas marxiste, mais la révolution, la révolution de la fin de l'URSS ne l'est pas non plus, et c'est correspond voilà, à une très très forte perte d'influence par théorique de la pensée de Marx. Et donc, ça a eu un impact sur les partis qui avaient commencé en Allemagne dès 1959 avec le Bad Godesberg. Bad Godesberg, voilà, c'est la transition du Parti social-démocrate allemand vers un programme sans référence au marxisme, sans référence à la lutte de classe, ni aux intérêts de la classe ouvrière, mais qui est en faveur de la cogestion et de la propriété. C'est un petit peu un prolégomène plusieurs décennies avant à ce qui s'est passé. Et puis, quelque chose de très symbolique, c'est l'abandon de la clause 4 du Labour, la clause 4 qui dit, dans le 4 qui apparaît ici, donc sur la carte de tous les militants du Labour jusqu'en 1995, il y avait un petit paragraphe en faveur de la propriété commune des moyens de production, et ça avait été précédé 2 ans avant par la perte de contrôle du Labour par les syndicats qui donnaient un caractère précisément ouvrier au Parti travailliste. Et puis, en France, au PS, ça se fait de manière beaucoup plus progressive, puisque le PS n'a pas changé de programme, il a changé de pratique. Et évidemment, je prends pour anecdote ici la candidature qui aurait pu avoir lieu en 1985 de Jacques Delors, qui est quelqu'un qui est un bureaucrate, bureaucrate de Bruxelles, qui est extrêmement éloigné, en tout cas symboliquement, beaucoup plus éloigné de la classe ouvrière que ce que prétend ou prétendait d'être le PS. Encore ça, c'est quand même, ça discutable. Et pour ce qui est des partis communistes, tous ou presque tous ont abandonné la référence à la classe ouvrière. L'expropriation des moyens de production n'est plus à l'ordre du jour. La révolution d'octobre n'est plus dans le programme, pas dans le programme, n'est plus une référence pour aucun des partis. Et je vous mets ça en parallèle avec cette photo-là qui est issue qui a été prise peu de temps après la Commune de Paris, où on voit vivre la Commune de Paris, premier état de la dictature du prolétariat. La dictature du prolétariat a un sens, le terme de dictature, à ce sens étant différent. Et il a largement évolué, mais il ne reste pas moins que dans les termes de Marx, il a écrit ça dans une lettre à Weidemeyer, me semble-t-il, en 1852. La lutte des classes mène nécessairement à la dictature du prolétariat. Cette dictature elle-même ne représente qu'une transition vers l'abolition de toutes les classes. Il y aurait une société sans classe. Voilà, c'est ça dont parle Marx, qui est très très loin de dépasser le capitalisme, puisque si on dit dépasser le capitalisme, ça veut dire que le capitalisme, il est toujours là et il a un avenir. Et voilà, donc tous ces éléments-là, on recule en impact sur la conscience de classe, et même si la classe ouvrière au sens du salariat exploité à l'échelle mondiale est objectivement important, peut-être même de plus en plus important, il y a un recul subjectif extrêmement fort que l'on ressent aujourd'hui, mais il n'en reste pas moins que le capitalisme il reste toujours menacé par ses propres conditions. La crise majeure de 2008, tout comme la dépression toute récente en 2020, en est un exemple. Voilà, le capitalisme comme un colosse au pied d'argile. Voilà, s'il me reste quelques minutes encore, je vais conclure en quelques mots pour résumer en quelques mots ce que j'ai dit, que j'insiste sur le fait que la révolution russe, et nous aussi en tant qu'on essaie de maintenir la pensée de Marx, elle a un rôle très, très singulier dans l'histoire de la Russie, mais aussi dans l'histoire de l'humanité. Donc voilà, c'était le renversement du tsarisme qui a donné un double pouvoir. Puis la révolution d'octobre a établi un pouvoir ouvrier ou quelque chose qui serait discutable, qui aurait pu être un pouvoir ouvrier. Or, ce pouvoir ouvrier transformé en bureaucratie a conduit à la dislocation de l'URSS et donc un renforcement idéologique et économique du capitalisme, parce que non seulement idéologique, comme je l'ai dit, mais économique, parce qu'il a plus d'espace pour accumuler le capital. Et donc, au XXIe siècle, le capitalisme domine la planète entièrement. Alors, entièrement, on pourrait toujours parler des pays du monde qui ne sont pas capitalistes, et je ne parle pas de la Chine, puisque vous avez vu, la Chine est entièrement capitaliste, mais je parle de pays comme Cuba ou comme la Corée du Nord qui ont un modèle différent, sans les valoriser absolument, mais voilà, ce n'est pas exactement la même chose. Mais reste que voilà, il persiste des protestations sur une forme différente, et voilà,
si j'ai voulu parler de ça aujourd'hui, c'est pour dire que l'espoir qui a impulsé la révolution russe, celui d'une émancipation collective, celui d'une démocratie réelle, celui d'une égalité radicale, je pense qu'il faut toujours qu'on se batte pour le laisser pour le laisser au programme. Voilà, j'en ai terminé et je vous remercie de votre attention. Écoute, Fabien, il nous reste une dizaine de minutes. Les révolutions de 17 aujourd'hui une chance de structure d'elle. Tout ça signifie juste que les dates février, avril, bon, une question de temps, ou est-ce que ça indique autre chose? Est-ce qu'on peut parler de révolution paysanne, ouvrière, nationale? Les révolutions, alors oui, j'en ai parlé plusieurs, donc il s'agit d'un processus révolutionnaire en deux temps, mais deux étapes, puisqu'il aurait été tout à fait possible que la révolution, voilà, on est sur une logique, c'est un petit peu, est-il possible de passer du féodalisme au socialisme directement? Il y a un débat, une large partie des auteurs, y compris dans le courant marxiste, ils disent non, y compris les mencheviks, il faut d'abord passer par une étape capitaliste avant de passer par une étape socialiste, avant de parvenir à l'étape socialiste. Donc voilà, la première étape de la Révolution de février, c'était de mettre fin à la féodalité. Et il ne reste qu'à partir de février, on a eu une coalition entre la classe ouvrière et la bourgeoisie. Et c'est précisément cette deuxième révolution qui a lieu en octobre qui permettait la transition vers un pouvoir qui prétendument a été ou aurait pu être un pouvoir ouvrier. Donc c'est en ce sens que je parle de les révolutions. Voilà, la révolution russe, mais les révolutions, dans un premier temps, une révolution qui a mis fin à la féodalité, et en deuxième temps, une révolution qui a donné pouvoir à la classe ouvrière, ce pouvoir que la classe ouvrière n'a jamais vraiment eu, puisque dans un premier temps, une guerre civile qui était très violente et très sanglante, et puis dans un deuxième temps, très très vite, le parti au pouvoir a été approprié par une bureaucratie. C'est dans ce sens-là qu'il y a deux révolutions. Par exemple, parler un peu vite, dire que la bureaucratie, au sens où, par exemple, le pouvoir soviétique, finalement, comment est-ce que ça évolue? J'ai l'impression que là, il y a peut-être eu un défaut. À la fois, nous prenons des mesures qui sont progressistes, telles que les évolutions significatives qui apparaissent comme étant programmatiques en tout cas. Et puis, quelque part, on a l'impression que toutes ces, par exemple, les masses paysannes avaient leurs propres problèmes, les ouvriers de la classe ouvrière avaient ses propres problèmes, et donc il y avait sans doute des dynamiques propres qui n'ont peut-être pas trouvé à s'exprimer et qui ont finalement se sont résolues en effet de ce qu'on appelle la bureaucratisation et la spoliation. Mais c'est pour ça que je parlais de plusieurs révolutions. Il me semblait que derrière la temporalité, il y avait aussi la question en effet, de catégories, on va dire de classes de la population, dont effectivement les intérêts, les dynamiques étaient propres, et par conséquent, ne pouvaient pas réellement s'accorder, sans doute, ou alors il aurait fallu sans doute faire beaucoup plus pour que ça puisse se faire. Voilà, c'était le sens. Ouais, alors, oui, c'est ça, oui. Alors, il y a une multitude, je crois, de raisons à l'échec, et l'échec, en tout cas, au fait que ça n'avait pas évolué. Et celle-là, on est peut-être une, ou alors, il y a quelle possibilité de coordination, de conciliation, et puis ça pose peut-être aussi la manière dont ces coordinations, elles n'ont pas pu se faire parce que très rapidement, la révolution est passée sur autre chose, elle a un petit peu échoué. Alors, parce que le projet de la révolution, c'était euh, comme l'a écrit Marx, que je citais, c'était de faire de cette révolution-là
d'une révolution, il parlait de la révolution en Russie, de début d'une révolution socialiste mondiale, puisque sans révolution mondiale, il ne peut pas y avoir de socialisme qui réussit. C'est d'ailleurs pourquoi les bolcheviks comptaient beaucoup sur la réussite d'évolution en Hongrie ou en Allemagne qui ont lieu au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, alors ça n'aurait certainement pas tout réglé. Et d'ailleurs, je pense ça a peu de sens de dire qu'il faut que toutes les questions soient réglées, mais voilà, l'alliance, pour être un peu plus sur la question que tu poses précisément, l'alliance qui se fait entre les ouvriers et les paysans, elle a précisément pour vocation à coordonner les intérêts de ces acteurs qui précisément ont tous les deux un adversaire commun qui est celui de la classe dominante. Mais alors, je n'ai malheureusement pas de recette pour savoir comment les coordonner, si ce n'est par le débat démocratique le plus ouvert et le plus large possible, dont l'existence de soviets est un rôle qui devrait être contraire à la bureaucratie. La bureaucratie, c'est le contraire du soviet. Le soviet, justement, c'est les conseils ouvriers et paysans qui visent à délibérer. Donc voilà, c'est cette instabilité-là qu'il faudrait perpétrer. Marie, tu as fait le choix de passer de 1917 à 91. Bon, c'est ton choix, donc je ne en compte, mais quand même, ce qui s'est passé entre-temps pourrait peut-être expliquer pourquoi la dislocation aussi brutale, même si on voyait des signes d'affaiblissement progressif. Bon, comme dans le passé, je me suis pas mal intéressé aux questions de développement économique. Il y a toujours un truc qui m'a beaucoup intéressé dans l'histoire de l'Union soviétique, c'est le débat qu'il y a eu au sujet de l'agriculture. Or, ce débat sur l'agriculture, dans une société qui est encore largement paysanne, rurale, il était fondamental, et tu te souviens du fameux débat qu'il y a eu entre Klobuchar et Bukharin sur la manière, qu'est-ce qu'il fallait faire pour industrialiser rapidement. Klobuchar disant, on prélève sur le surplus paysan, alors que Bukharin avait la pédale beaucoup plus douce. Et Staline, finalement, choisira le premier contre le second pour imposer la collectivisation. Et donc, voilà, moi c'est une question qui me reste encore dans mon souci de comprendre ce qui s'est passé. Et la question de l'agriculture reste aussi aujourd'hui, parce que tu nous avais annoncé que tu voulais tirer les conclusions de cette histoire tirer les leçons de cette histoire pour aujourd'hui. Or, justement, aujourd'hui, la question de l'agriculture reste à l'échelle mondiale extrêmement forte, que ce soit sur le plan de l'alimentation à laquelle une bonne partie de l'humanité n'a pas encore accès, et puis surtout sur le plan de la question de la transition écologique. Bon, voilà toutes les questions qui me sont venues en t'écoutant. Donc, il y a une grande période historique, les 3/4 de siècle, là, qui reste, je pense, à analyser pour justement que ça nous serve de leçon. Bon, voilà, il n'y a pas de question là-dedans. Et tu n'auras pas le temps d'y répondre parce qu'il reste 3-4 minutes maximum avant qu'on donne la parole à Jacques Guidé. Pardon. En somme, l'appropriation collective des grands moyens de production et d'échange a bien été réalisée, mais sa mise en marche, sa mise en fonctionnement pose quelques problèmes, et c'est à ce niveau, effectivement, je crois que c'est passé parmi les questions que vous posez, de savoir qu'est-ce qu'il aurait et qu'est-ce qu'il faudra faire. On peut toujours garder pour demain, aussi dans notre programme, l'appropriation collective des grands moyens de production et d'échange. Bien sûr, ce qui fait écho à ce qu'a présenté le collègue ce matin. C'est au programme. Oui. Est-ce que je réponds? Oui, deux mots. Hein. Merci Jean-Marie pour cette question qui se pose fortement. Et comme tu l'as dit, c'est le choix que j'ai fait de ne pas évoquer la période au milieu, mais ce n'est pas pour autant que ce n'est pas une vraie question, une question importante. Et la collectivisation forcée n'est bien évidemment pas souhaitable. La réforme agraire qui ne s'est pas faite finalement, puisqu'elle a été transformée en son contraire. Voilà. La propriété partagée s'est transformée
en collectivisation forcée. Donc oui, mais c'est une question qui se pose de manière écologique, mais là, ouais, c'est un champ qui me reste à creuser. Voilà. Juste un petit point, est-ce que finalement, l'enseignement qu'on peut en tirer pour nous maintenant, c'est peut-être pas de se poser avec tout ce que toi tu as posé, la difficulté qu'il y a à articuler des mouvements spontanés des masses, par exemple, avec une organisation qui ne devienne pas une bureaucratie, quelque chose de similaire. C'est ça le sens de la donnée qui me paraît en effet une question de Absolument, oui. C'était le débat entre Lénine et Luxembourg, pour faire de manière très schématique, plutôt qu'entre les anarchistes et les marxistes. Du côté marxiste, ouais, Lénine avait beaucoup plus confiance à la spontanéité. Luxembourg avait beaucoup plus confiance en la spontanéité. Lénine beaucoup plus confiance en l'organisation. L'équilibre qu'il faut trouver, voilà, c'est le débat. Ouais. de révolte, de mouvements, comme ça, qui paraissent un peu désordonnés. Une toute petite piste, pas pour répondre à la place de Fabien, mais une toute petite piste de réponse. Je vous invite à écouter l'échange sur le média entre Bernard Friot et Frédéric Lordon, et je crois que vous aurez un embryon de réponse tout à fait passionnant à ces questions-là. Moi, j'ai lu le bouquin de Lordon, Idiot du communisme. Je suis forcé. Non, là, je parle de l'échange oral qu'il y a eu entre les deux. Après la lecture des ouvrages, c'est un autre débat. Pour l'anecdote, j'ai fait une note de lecture sur le livre de Lordon qui paraîtra dans la revue française sur Eco et je l'ai envoyé à Frédéric Lordon, il a détesté. Il termine son livre en disant « Le débat est ouvert », je lui ai envoyé une critique, il n'a pas supporté la critique. Merci. Merci Fabien. Écoutez, on va prendre 1 minute ou 2 et puis ensuite on va donner